leaves are already falling. Can't let them slip away. Oh, we all kind of got it. Okay, Olaf, you're up. Oh, you know what? I think I'll turn in. Are you okay? We mess things up. What thing in my ear? And if I heard Yes. Why would you do that? Arundel is not as accomplished for too much of this world. Kristoff, stop, please. It's gonna be fine. Good. Excuse me. Why does that soldier look so familiar? Slam! Door shutting everywhere! Sit! I think they got it. Proud to serve Arundel. Un royaume évacué en pleine nuit, des rues d'Arendelle vidées sous la lumière tremblante des lanternes, et une reine qui comprend que son pouvoir ne suffira peut-être pas à protéger les siens. Voilà le point d'arrivée que la Reine des Neiges 2 fait déjà sentir très tôt. Pourtant, l'histoire commence bien avant Elsa, avant Anna, avant même la naissance de leur royaume, tel qu'elles le connaissent. Elle commence par un récit que le roi Agnard raconte à ses deux filles lorsqu'elles sont encore enfants. Dans cette histoire, le père d'Elsa et d'Anna leur parle d'une forêt au nord, une forêt enchantée où vivaient les Nortuldras. Les humains y cohabitaient avec 4 esprits de la nature, la terre, le feu, l'eau et le vent. Le premier avait la forme de géants de pierre capables de faire vibrer le sol. Le deuxième se manifestait comme une flamme vive, presque animale. Le troisième courait sans corps visible, mais pas sans caractère. Le quatrième prenait la forme d'une force marine qu'aucun bateau ne pouvait traiter à la légère. Entre ces esprits et les humains existait un équilibre fragile, presque une conversation permanente. Le roi Runar, grand-père d'Elsa et d'Anna, aurait voulu faire de cette relation un traité. Il avait fait construire un immense barrage dans la forêt, officiellement pour aider les Nortuldras. Agnard n'en connaît pas vraiment les intentions. Il se souvient seulement de la visite, puis d'une bataille soudaine entre les soldats d'Arendelle et les habitants de la forêt. La violence a réveillé les esprits. Une brume infranchissable s'est levée et a enfermé tous ceux qui se trouvaient à l'intérieur. Le jeune Agnard, blessé et perdu, a été sauvé par une fille inconnue. Il a ensuite été ramené vers la mer par une force qu'il ne pouvait pas expliquer. Pour Anna, cette légende possède quelque chose de fascinant. Une forêt cachée, une bataille ancienne, une fille héroïque dont personne ne connaît le nom. Pour Elsa, le récit touche tout de suite un point plus intime. Le père parle d'un 5e esprit, rarement aperçu, qui ferait le lien entre les humains et les puissances du monde naturel. Elle écoute en silence. Sa propre magie fait d'elle une personne impossible à ranger parmi les autres. Elle ignore encore que la question de ce 5e esprit est posée pour elle. Les années passent. Le premier film est derrière elle. Anna et Elsa ont réparé leur relation, Arendelle a retrouvé sa reine, et le château est devenu un lieu de vie plutôt qu'un lieu de solitude. La paix paraît enfin simple. Anna s'amuse avec Olaf. Kristoff cherche depuis longtemps le bon moment pour demander Anna en mariage. Et Elsa gouverne avec une attention presque prudente. Le royaume est en automne. Les couleurs sont chaudes, la famille est réunie, tout semble pouvoir durer. Mais Elsa entend une voix. Ce n'est pas une parole distincte, ni une menace clairement formulée. C'est un appel lointain, musical, qui revient malgré elle. Elle essaie d'abord de l'ignorer. Cette réaction est importante. Elsa a appris à aimer sa vie à Arendelle, mais elle a aussi appris à se méfier de ce qu'elle ne comprend pas. Dans le premier récit, sa peur venait du risque de blesser les autres. Ici, elle ne cherche plus à fuir son pouvoir. Elle craint plutôt que le pouvoir l'appelle vers quelque chose qui pourrait lui enlever l'équilibre qu'elle vient enfin de trouver. La nuit, le chant reprend. Elsa répond avec sa magie, presque malgré elle. Et cette réponse déclenche une réaction en chaîne. Le vent traverse le château. Les objets se mettent à bouger, le feu devient imprévisible, la terre se soulève autour d'Arendelle. Les habitants doivent abandonner leur maison. Les rochers projetés par les géants de terre rendent le royaume inhabitable, au moins provisoirement. Elsa ne provoque pas volontairement le danger, mais elle comprend qu'elle en est le point de contact. Quelque chose du Nord l'a reconnue, et Arendelle paie déjà le prix de cette reconnaissance. Les survivants se regroupent sur les hauteurs. Là, Grand Pabi, le chef des trolls, donne la seule réponse honnête qu'il possède. Le passé n'est pas celui qu'ils imaginent. La forêt enchantée s'est réveillée, les esprits sont en colère, et aucun retour à la normale ne sera possible avant que la vérité ne soit trouvée. Il ne leur promet pas une victoire facile. Il leur indique une direction.
Il faut remonter vers le nord, entrer dans la forêt, découvrir l'origine du conflit et réparer ce qui peut l'être. Elsa refuse de laisser les autres seuls face à cette expédition. Anna refuse tout aussi fermement de laisser Elsa partir sans elle. Christophe les accompagne, autant parce qu'il est habitué à la route que parce qu'il veut protéger Anna. Olaf vient avec eux, enthousiaste et inquiet à sa manière. Sven les suit naturellement. Cette petite troupe a déjà traversé une tempête, une montagne de glace et une crise familiale. Pourtant, le voyage qui commence ici ne les rassemble pas seulement autour d'un danger extérieur. Il va les obliger à accepter que grandir signifie parfois occuper une place différente dans la même famille. Avant de franchir la frontière, ils s'arrêtent devant une pierre sculptée qui marque l'entrée du territoire abandonné. Le groupe se tient face à la brume qui coupe le monde en deux depuis des décennies. Elsa avance et laisse sa magie former des images de glace. Elle ne frappe pas la brume. Elle essaie de comprendre ce qu'elle lui répond. Le passage s'ouvre, non parce qu'elle l'a détruit, mais parce qu'elle semble reconnue par la force qui le maintient. C'est un détail de logique essentiel. La forêt ne se laisse pas conquérir. Elle accepte, provisoirement, qu'Elsa et ceux qui l'accompagnent y entrent. Dès l'autre côté, le ton du voyage change. La forêt est magnifique, mais rien n'y est décoratif. Le vent joue avec les feuilles et les vêtements jusqu'à devenir une présence. Les arbres cachent les traces. Les falaises semblent prêtes à bouger. Olaf, qui se réjouissait surtout de découvrir une nouvelle saison, commence à exprimer une inquiétude plus adulte. Il remarque que beaucoup de choses changent et que les explications ne viennent pas toujours au même rythme. Le premier esprit que le groupe identifie est le vent. Il se présente comme un tourbillon invisible, vif, moqueur, qui enlève les objets et déplace les personnages comme s'ils n'étaient que des jouets. Elsa ne répond pas à cette agitation par une démonstration de force. Elle cherche un contact. Quand le vent finit par libérer ce qu'il a pris, Elsa l'appelle Gale. Donner un nom ne résout pas tout, mais cela transforme une rencontre hostile en relation possible. Le vent ne devient pas domestiqué. Il devient un allié instable, un être dont il faut toujours respecter l'humeur. Un peu plus loin, il trouve le feu. Cette fois, la menace est visible. Des flammes courent dans la mousse et entre les racines, alimentées par une énergie trop rapide pour une simple étincelle. Elsa avance seule au milieu de l'incendie. Elle crée de la glace pour arrêter la progression du feu et découvre, au centre, une minuscule salamandre affolée. Bruni n'est pas un monstre qui cherche à brûler la forêt. Il est la cause du brasier, mais aussi une créature paniquée par sa propre colère. En le refroidissant et en l'apaisant, Elsa résout le danger sans punir celui qui l'a déclenché. Cette scène donne une couleur très nette au film. Les esprits ne sont pas des ennemis que l'on élimine l'un après l'autre. Ils sont des forces dérangées par une faute plus ancienne. Ils peuvent effrayer, blesser et détruire, mais leur colère possède une origine. Elsa n'est pas là pour imposer un ordre humain. Elle doit comprendre quel désordre humain les a poussés à réagir. La réponse ne tarde pas à apparaître sous la forme d'un groupe armé. Dans les broussailles, les voyageurs sont encerclés par des soldats d'Arendelle. Ils portent des uniformes d'une autre époque, comme s'ils étaient sortis de l'histoire racontée par Agnard. Les Nortuldra les observent de l'autre côté, prêts à défendre leur territoire. Pendant un instant, la vieille guerre semble reprendre exactement là où elle s'était interrompue. Le lieutenant Mathias, qui commande les soldats, ne sait pas encore qui sont Elsa et Anna. Il a attendu pendant 34 ans derrière la brume, convaincu qu'il devait continuer à servir son roi malgré l'absence totale de nouvelles. Ce n'est pas de l'obstination vide. Pour lui, l'uniforme a remplacé le temps. Il n'a plus de royaume tangible, plus de famille accessible, seulement une mission suspendue. Les Nortuldra, eux, ont survécu en restant liés à la forêt, avec la certitude que les étrangers d'Arendelle portent la responsabilité de la catastrophe. La tension se dissipe lorsque la magie d'Elsa devient impossible à cacher. Les soldats reconnaissent en elle la fille d'Agnard, devenue reine. Mathias s'incline devant celle qu'il n'a jamais vue, et le geste change immédiatement la scène. Elsa représente Arendelle, mais elle n'est pas son grand-père. Anna aussi porte une part de l'ancien royaume, sans avoir participé à sa faute. Cette différence ouvre une première brèche dans la méfiance. Elle ne guérit pas la forêt, elle ne réconcilie pas encore les deux peuples, mais elle permet à chacun d'écouter au lieu de frapper. Elsa et Anna apprennent alors que leur père avait réussi à sortir de la brume parce qu'une jeune Nortuldra l'avait sauvé. Les habitants de la forêt connaissent cette histoire. Une femme nommée Yelena reconnaît certains signes dans les sœurs, notamment l'écharpe héritée de leur mère. Oneimaren, plus jeune, parle à Elsa avec une franchise qui lui manque à Arendelle. Elle ne l'admire pas simplement comme une reine. Elle voit en elle une personne liée aux esprits et lui fait comprendre que cette magie a un prix. La forêt attend davantage d'elle qu'une belle démonstration de glace. Pendant ce temps, Christophe tente de trouver les mots pour Anna. Il a une bague, une intention très claire et une succession de moments qui tournent mal. Dès qu'il croit avoir enfin un instant intime,
Anna est appelée ailleurs par Elsa, par le danger ou par une découverte. La maladresse de Christophe apporte une respiration bienvenue, mais elle raconte aussi quelque chose de juste. Lui voudrait arrêter le temps pour promettre un avenir à deux. Anna est déjà entraînée par une histoire qui lui demande de ne jamais s'arrêter. Ils s'aiment, pourtant leur rythme ne se rencontre pas encore. La nuit venue, Elsa entend de nouveau la voix. Elle répond, et sa magie fait apparaître des figures de glace qui rejouent le passé. Agnard enfant est visible au milieu de la bataille. À ses côtés, la jeune fille qui l'a sauvée apparaît enfin avec assez de clarté pour que les deux sœurs comprennent. Ce n'était pas une inconnue quelconque. C'était leur mère, Iduna. La révélation ne donne pas encore la vérité sur la guerre, mais elle change la place d'Elsa et d'Anna dans le conflit. Elles ne sont pas seulement les héritières d'Arendelle. Par leur mère, elles appartiennent aussi à l'histoire des Northuldra. La voix les a donc menées dans une forêt qui n'est ni étrangère ni totalement familière. Et à partir de cette nuit, la question cesse d'être de savoir si Elsa peut rentrer chez elle. Elle devient beaucoup plus difficile. Quel geste de son passé attend enfin une réponse? Et que faudra-t-il abandonner pour la donner? Pour avancer, les sœurs partent avec Onimaren et son frère Ryder. Les deux jeunes Northuldra connaissent les chemins, les animaux et surtout la façon de ne pas traiter chaque manifestation de la forêt comme un problème à résoudre. Anna, elle, reste concentrée sur la mission. Elle ne possède pas la magie d'Elsa, mais elle apporte autre chose. Une capacité immédiate à faire des liens entre les gens. Dans un lieu traversé par une rancune de 34 ans, ce n'est pas une compétence secondaire. Les soldats d'Arendelle et les Northuldra vivent côte à côte sans vivre ensemble. Ils se surveillent, ils ont appris à limiter les incidents, mais ils ne partagent pas le même récit. Les soldats parlent d'une attaque qui a trahi la paix. Les Northuldra parlent d'étrangers venus s'installer avec un barrage et des armes. Chacun tient une mémoire incomplète, et chacun a suffisamment souffert pour croire que cette mémoire est entière. Le film ne demande pas à Elsa de choisir une version par loyauté familiale. Il la place au milieu d'un conflit où l'affection pour son père ne suffit pas à défendre l'héritage politique de son grand-père. Au cours d'une accalmie, les images de glace créées par Elsa reprennent vie. Elle montre d'abord le cadeau que Runard offrait aux Northuldra, le barrage. Puis elle suggère ce que les survivants ne pouvaient pas voir au même moment. Le roi se méfiait de la magie de la forêt. Il ne parlait pas de coopération comme d'un échange entre égaux. Il voyait les Northuldra comme un peuple trop libre, trop proche de forces qu'il ne contrôlait pas. Le barrage n'était donc pas seulement une construction. Il était aussi une manière de rendre leur terre dépendante d'Arendelle. Cette nuance est le cœur du conflit. Une aide peut avoir l'apparence d'un cadeau et pourtant servir à placer quelqu'un sous contrôle. Runard prétendait améliorer la vie des Northuldra, mais il refusait d'admettre qu'ils connaissaient leur propre terre mieux que lui. Son erreur n'est pas celle d'un homme qui agit sans réfléchir. Elle vient d'une peur précise, celle de voir une relation avec la nature échapper à l'autorité du roi. Quand cette peur devient politique, elle peut se déguiser très facilement en bienveillance. La mémoire se brise avant de montrer toute la bataille. Elsa ne peut pas encore voir le geste qui l'a déclenché. Mais Anna comprend que leur père a peut-être grandi sans savoir ce que son propre père avait réellement fait. Cela protège Agnard d'une culpabilité qui ne lui appartient pas, sans effacer le fait qu'il a transmis aux filles une histoire très incomplète. Iduna, de son côté, avait gardé son origine secrète. Elle avait choisi Arendelle, aimé Agnard, élevé ses filles dans le royaume de celui qui avait enfermé les siens. Ce silence n'est pas présenté comme une faute simple. Il ressemble à la stratégie d'une survivante qui a voulu donner à sa famille une chance de vivre loin d'une guerre qu'elle ne pouvait pas réparer seule. Pour Elsa, la découverte est plus bouleversante encore. Toute sa vie, elle s'est demandé pourquoi elle était différente. Pourquoi la magie était tombée sur elle et non sur Anna. Pourquoi elle avait dû apprendre à contenir une force que personne autour d'elle ne partageait. Le premier film répondait à une partie de cette question en lui demandant de ne plus avoir peur d'elle-même. Cette suite en ouvre une autre. Sa différence ne vient pas seulement de l'intérieur. Elle est liée à une histoire entre deux peuples, deux sœurs, et quatre esprits qui refusent d'être séparés du monde humain. Le voyage de Christophe connaît lui aussi un déplacement moins spectaculaire mais réel. Après une nouvelle tentative ratée de demander Anna en mariage, il croise Ryder, qui veut impressionner sa sœur Onimaren sans savoir comment s'y prendre. Les deux jeunes hommes se reconnaissent immédiatement dans ce problème. Ils sont courageux lorsqu'il faut grimper, courir ou faire face à un animal immense. Dès qu'il faut formuler un sentiment, ils perdent leurs repères. La scène garde son énergie de comédie, avec les reines qui semblent approuver chaque plainte de Christophe, mais elle évite de se moquer de son amour. Christophe ne doute pas d'Anna. Il doute de sa capacité à trouver les bons mots au milieu d'un monde qui s'effondre autour d'eux. Pendant qu'il cherche une phrase parfaite, Anna traverse quelque chose de presque inverse. Elle ne veut pas de formule.
Elle veut qu'Elsa lui laisse une place. Dès que la voix appelle, Elsa se referme et cherche à avancer seule, par réflexe de protection. Anna reconnaît ce mécanisme. C'est précisément ce qui rend leur lien plus mature qu'avant. Elle ne confond pas l'amour avec le fait de tout accepter. Elle dit à Elsa qu'elle sera là, mais elle lui rappelle aussi qu'être tenue à l'écart ne rend personne plus en sécurité. La piste les mène à une rivière et à un torrent déchaîné. Oneimaren explique qu'au-delà se trouve la mer Noire, puis Atoalan, un lieu que sa mère évoquait dans une berceuse. Selon cette chanson, Atoalan garde les réponses, mais il faut s'en approcher avec une prudence extrême. Ce n'est pas une bibliothèque accueillante où l'on vient chercher un renseignement. C'est une mémoire plus vaste que ceux qui l'interrogent. Elle conserve ce qui a été, mais elle peut aussi engloutir celui ou celle qui s'y perd. Elsa comprend que la voix vient de là. Elle ne formule pas encore toute la décision, mais son regard change. Les indices s'alignent. La berceuse d'Iduna, le sauvetage d'Anyar par une jeune Nortuldra, la magie d'Elsa, la forêt réveillée. Tout l'envoie vers Atoalan. Elle avance vers le rivage avec l'impression que quelqu'un l'attend depuis longtemps. Sur la côte, la mer transforme la quête en épreuve physique. Des vagues gigantesques frappent les rochers. Le vent est si puissant que le groupe ne peut pas simplement monter dans une embarcation et viser l'horizon. Au milieu de cette eau surgit le Noc, l'esprit de l'eau. Il prend la forme d'un cheval translucide, magnifique, mais il ne cesse pas approcher. Il charge Elsa, la projette dans les vagues, disparaît sous l'écume et revient avec une force qui rappelle que l'eau peut sauver comme elle peut noyer. Elsa utilise la glace pour tenir, puis pour lier le mouvement du Noc au sien. Elle ne le vainc pas dans le sens d'un combat. Elle résiste jusqu'à ce que l'esprit cesse de la traiter comme une intruse. Quand le cheval d'eau se calme enfin, il lui offre une traversée que personne d'autre ne pourrait accomplir. Cette rencontre paie ce que le film a installé avec Gale et Bruni. Elsa ne progresse pas en écrasant les esprits. Elle gagne leur confiance parce qu'elle accepte de se mesurer à eux sans les réduire à une arme ou à un obstacle. Anna voit cependant ce moment autrement. Le Noc peut emmener Elsa là où elle ne peut pas suivre. C'est exactement ce qui arrive. Elsa lui demande de rester avec Olaf sur la rive, de ne pas entrer à Atoalan. Elle affirme qu'elle doit aller seule, parce que cette réponse concerne sa magie. Anna entend surtout la version la plus douloureuse de cette phrase. Elsa repart dans un espace où l'amour de sa sœur devient une présence à tenir à distance. Cette séparation n'est pas une simple manière de répartir les personnages avant le dernier acte. Elsa a besoin de rencontrer seule l'origine de son appel. Anna, elle, doit apprendre qu'elle ne peut pas protéger sa sœur en restant toujours à quelques pas d'elle. Leur lien ne disparaît pas quand elles sont séparées. Il doit devenir suffisamment solide pour survivre à l'absence, à l'ignorance et à la peur. Avant de partir, Elsa laisse à Anna une promesse de retour. Puis elle monte sur le Noc et traverse la mer Noire. La caméra la suit comme une silhouette minuscule sur une eau immense. C'est un moment d'émerveillement, mais l'émerveillement n'efface pas la gravité. Pour la première fois depuis qu'elle a accepté d'être reine, Elsa s'éloigne volontairement d'Arandel, d'Anna et de tous ceux qui définissaient sa maison. Elle ne sait pas encore que la réponse qu'elle cherche la poussera à choisir entre rester cette reine et devenir autre chose. Anna reste sur le rivage avec Olaf. Autour d'elle, Christophe a disparu pour tenter de revenir vers elle. Les soldats attendent derrière la brume. Et la forêt est toujours instable. Elle n'a aucune confirmation que sa sœur arrivera saine et sauve de l'autre côté. Pourtant, elle ne reste pas immobile. Sa force n'a jamais été de contempler le mystère avec la même facilité qu'Elsa. Elle est de regarder ce qui est devant elle, d'en faire une responsabilité, puis d'agir. En explorant les alentours avec Olaf, Anna découvre les restes d'un navire échoué. À bord, elle retrouve les traces d'un voyage entrepris des années plus tôt par Anyar et Iduna. Leurs parents avaient quitté Arandel pour chercher une réponse à la magie d'Elsa. Ils pensaient qu'Atoaland pourrait leur apprendre d'où venait ce pouvoir et comment aider leur fille. Le navire n'est pas une énigme abstraite. Il confirme une douleur ancienne. Anna et Elsa n'ont pas seulement perdu leurs parents lors d'une tempête. Le couple était parti parce qu'il cherchait désespérément une manière de protéger Elsa. La découverte a deux effets contraires. Elle rend l'amour des parents très concret. Anyar et Iduna n'ont pas fui leur fille. Ils ont risqué leur vie pour trouver une explication. Mais elle fait aussi peser sur Elsa une dette imaginaire qu'elle porte déjà trop facilement. Si leurs parents sont morts en cherchant une réponse à sa magie, elle peut croire que son existence a toujours exposé les autres au danger. Anna refuse cette logique avant même de l'énoncer. Elle sait que leur mère et leur père ont choisi d'agir, comme elles choisissent aujourd'hui de partir dans la forêt. L'amour comporte des risques, mais il ne devient pas une faute chez celui ou celle qu'on veut protéger. Olaf, lui, traverse une inquiétude plus diffuse. Il a longtemps vécu dans une vision très simple du monde. L'été est merveilleux, l'amitié résout l'essentiel. Les adultes connaissent les réponses. Dans la forêt, il commence à comprendre que le changement ne s'arrête pas parce qu'on le souhaite.
Son humour reste présent, mais il prend une couleur plus mélancolique. Sa naïveté n'est pas détruite, elle grandit. Il découvre qu'on peut avoir peur de ne pas saisir ce qui arrive, tout en avançant quand même avec ceux qu'on aime. Pendant ce temps, au-delà de la mer, Elsa atteint enfin Atoalan. De loin, le lieu ressemble à un glacier monumental, bleu et lumineux, comme si l'eau elle-même s'était figée pour conserver des siècles de souvenirs. La voix qui l'appelait vient de l'intérieur. Elsa pénètre dans cette étendue de glace avec une confiance mêlée de vertige. Elle a suivi les traces de sa mère jusqu'ici. Elle ne va plus seulement découvrir un secret familial. Elle va regarder en face l'acte qui a construit le silence de toute une génération. À l'intérieur du glacier, les parois ne se contentent pas de refléter Elsa. Elles retiennent des fragments du passé. Une image mène à une autre. Une mère qui chante, une enfant Nortuldra qui court dans la forêt, un garçon d'Arendelle qui reçoit de l'aide au milieu du chaos. Elsa reconnaît peu à peu Iduna. La jeune fille qui a sauvé Agnar est bien sa mère. Elle appartenait au Nortuldra, et elle a utilisé sa connaissance de la forêt pour ramener le prince blessé jusqu'à la mer. Cette révélation donne à la berceuse d'Iduna une nouvelle profondeur. Elsa avait grandi avec une chanson douce, presque mystérieuse, sans en connaître la véritable provenance. À Ahtoalan, elle entend cette voix non comme un souvenir figé, mais comme le fil qui relie la mer, la fille, la forêt et l'eau. Le récit ne prétend pas qu'Iduna était secrètement capable de prédire toute la vie d'Elsa. Il montre plutôt qu'elle avait transmis une mémoire sans pouvoir en dire tous les mots. Elle avait protégé ses filles du danger, tout en leur laissant malgré elle la trace d'un monde qu'elle n'avait jamais cessé de porter. Elsa suit cette trace jusqu'à une salle de glace où les figures deviennent plus nettes. Elle voit Iduna et Agnar se rencontrer après le sauvetage. Elle voit leur amour naître dans l'écart entre deux histoires. Puis elle découvre pourquoi la magie est venue à elle. Sa naissance répond à l'acte de compassion d'Iduna. Une Nortuldra a sauvé un garçon d'Arendelle au moment précis où leur peuple s'entre-déchirait. La nature a répondu à ce geste en donnant à leur fille aînée un pouvoir qui pouvait devenir un pont. Ce mot, pont, compte beaucoup. Elsa n'est pas une récompense distribuée à une famille vertueuse. Elle n'est pas non plus la solution magique qui dispenserait les humains de regarder leurs fautes. Elle représente la possibilité d'un lien. Le cinquième esprit est celui qui relie les quatre autres aux humains. Mais un pont n'a de sens que si les deux rives acceptent de se rejoindre. Elsa peut ouvrir le chemin, calmer un esprit et accéder à la mémoire. Elle ne peut pas, seule, décider que la réconciliation est accomplie. La dernière mémoire qu'elle cherche est la plus difficile. Dans la glace apparaît Runar au moment de sa visite dans la forêt. Il est cordial, il parle de paix, il présente le barrage comme un cadeau. Pourtant, un échange avec Agnar enfant révèle sa conviction réelle. Les Nortuldra et leur magie ne sont pas dignes de confiance. Le roi ne supporte pas l'idée que des gens puissent entretenir une relation avec les esprits sans passer par son autorité. Son projet n'a donc jamais été seulement économique. Le barrage devait diminuer la force de la forêt, puis rendre les Nortuldra plus faciles à diriger. La mémoire finit par montrer l'étincelle de la guerre. Runar attire le chef des Nortuldra à l'écart, feint une conversation, puis l'attaque. La trahison est silencieuse et personnelle avant de devenir collective. Quand les autres voient le geste, la bataille éclate. Les soldats répondent, les Nortuldra se défendent, les esprits interviennent, et la brume enferme tout le monde. Aucun malentendu n'a suffi à créer cette catastrophe. Il y avait un mensonge à son origine, un acte de domination décidé au sommet d'Arendelle. Pour Elsa, la vérité est presque insupportable parce qu'elle brise l'image de sa famille sans détruire l'amour qu'elle porte à ses parents. Agnar n'est pas Runar. Il était un enfant sauvé, puis un père qui n'a jamais possédé toutes les pièces du récit. Iduna connaissait l'autre rive, mais son silence n'a pas corrigé ce que Runard avait fait. Elsa doit tenir ensemble ces réalités contradictoires. Aimer les personnes qui vous ont élevé n'oblige pas à préserver une version confortable de leur héritage. Elle comprend aussi ce qu'il faut faire. Le barrage doit être détruit. Tant qu'il se dressera dans la forêt, l'injustice construite par Runard restera en place. La solution n'est pas de négocier sa présence, de le décorer avec de nouvelles promesses ou d'en changer le propriétaire. Il faut supprimer l'objet qui maintient le déséquilibre. Cette conclusion donne à la mission un coût immense. Rompre le barrage risque de libérer une masse d'eau capable d'emporter Arendelle. Autrement dit, réparer la faute de son grand-père semble exiger de mettre en danger le royaume qu'Elsa a juré de protéger. Elsa envoie cette information à Anna par une dernière vague de mémoire. C'est son geste le plus important et le plus tragique à ce moment-là. Elle refuse de garder la vérité pour elle. Même si elle se croit capable de résoudre le problème seule, elle donne à Anna les moyens de comprendre ce qui est en jeu. Puis elle s'enfonce plus loin dans la partie la plus profonde du glacier. Le lieu conserve les souvenirs, mais il a une limite. Ahtoalan n'est pas un coffre qu'on peut ouvrir indéfiniment. En allant trop loin, Elsa se retrouve prisonnière de la glace. L'effet se propage immédiatement.
À l'autre bout de la mer, Anna reçoit les images d'Elsa et voit Runar déclencher la guerre. Elle comprend l'ampleur de l'injustice. Puis la magie qui maintenait Olaf vivant commence à faiblir. Olaf sent le changement avant qu'Anna puisse faire quoi que ce soit. Il ne dramatise pas sa disparition par de grandes explications. Il se demande surtout s'il est devenu assez sage pour accepter que certaines choses ne reviennent pas telles qu'elles étaient. Quand Olaf se désagrège dans les bras d'Anna, le film laisse la scène exister sans la convertir immédiatement en leçon. Pour Anna, c'est la perte la plus brutale possible. Elle est séparée d'Elsa, qui peut être morte ou retenue quelque part au nord. Christophe est absent. Ses parents viennent de redevenir présents seulement pour confirmer une autre perte. Et Olaf, l'ami qui a traversé toute leur crise, disparaît au moment où elle avait besoin d'une voix familière. Anna ne reçoit pas une révélation qui efface son chagrin. Elle n'entend pas une promesse de retrouver Elsa. Elle se retrouve seule dans une caverne sombre, avec une information terrible, une mission impossible et l'impression que tout ce qui comptait vient de lui être retiré. C'est là que son arc prend une forme très différente de celui d'Elsa. Elsa avance vers l'inconnu parce qu'elle ressent un appel. Anna avance parce qu'il reste un geste juste à accomplir, même lorsqu'elle n'a plus la force de croire à une fin heureuse. Elle décide donc de détruire le barrage. Son raisonnement est clair. Si la construction est la cause du déséquilibre, les esprits ne se calmeront jamais tant qu'elle existe. Elle ne possède pas le pouvoir de la briser avec de la glace ou du feu. Mais les géants de terre, eux, peuvent le faire. Il faut les réveiller, attirer leur colère vers le barrage et les laisser frapper. La stratégie est dangereuse, car les géants ne distinguent pas un plan d'une provocation. Ils répondent à la présence humaine par une force brute. Anna doit les guider sans pouvoir les contrôler. Le Noc revient alors vers elle. Ce retour ne signifie pas qu'Anna devient soudain l'égale d'Elsa dans la relation aux esprits. Il indique que les forces de la forêt ont compris que la mission ne s'arrête pas avec Elsa. Le cheval d'eau lui offre une route rapide vers les montagnes. Anna monte, traverse les falaises, puis court vers les géants de pierre. Elle les agace volontairement, les pousse à la poursuivre, saute hors de leur trajectoire et les conduit, pierre après pierre, vers le barrage. La séquence donne enfin à Anna un rôle qui ne dépend pas du fait d'être la sœur à sauver. Elle est celle qui voit l'action nécessaire et qui accepte le risque politique qu'elle représente. Détruire le barrage, ce n'est pas seulement faire tomber des murs. C'est renoncer à l'idée que la sécurité d'Arendelle autorise à garder les bénéfices d'une injustice ancienne. Anna agit sans savoir si son royaume sera détruit. Elle choisit de réparer ce que Runard a fait parce qu'elle ne peut plus prétendre l'ignorer. Christophe la rejoint au moment où elle manque de soutien. Son trajet jusque-là la conduit à travers la forêt avec Sven. Il n'arrive pas pour reprendre la décision à la place d'Anna, ni pour lui offrir une phrase magique qui arrange tout. Il arrive pour être là quand elle a besoin d'aide. Sa déclaration est simple. Il est disponible, prêt à répondre quand elle appelle, et il ne cherche plus à forcer un moment romantique dans une situation qui exige d'abord de survivre. C'est probablement la meilleure preuve de son amour. Il a cessé de vouloir contrôler la scène. Ensemble, ils poussent les géants à attaquer le barrage. Les pierres lancées par les créatures frappent la structure, les fissures apparaissent. Et l'ouvrage, construit comme une promesse de paix, se révèle incapable de résister à la force qu'il avait tenté de dompter. Lorsque le barrage rompt, l'eau accumulée se précipite vers le fjord. Arendelle est directement sur son chemin. Sur les hauteurs, les habitants évacués voient le danger arriver. Grand Pabi est avec eux. Mathias, Yelena et les autres comprennent que la destruction du barrage va peut-être coûter au royaume son château, ses maisons et son histoire matérielle. Mais ils comprennent aussi pourquoi elle a eu lieu. La réparation n'est pas abstraite. Elle déferle vers eux sous la forme d'une vague immense. Au même instant, la chute du barrage rétablit l'équilibre de la forêt et libère Elsa. Le mouvement est narrativement simple. Quand la cause du conflit est enfin retirée, la magie qui s'était figée retrouve son cours. Elsa revient au Noc, traverse la mer à une vitesse impossible et atteint Arendelle quelques secondes avant la vague. Elle ne cherche pas à nier ce qu'Anna a fait. Elle en comprend la nécessité. Sa tâche est désormais de sauver ceux qui vont en payer le prix immédiat. Face à l'eau, Elsa dresse une immense barrière de glace. Les vagues se brisent, se soulèvent, puis se transforment en une arche gelée qui dévie leur force au-dessus de la ville. Le geste rappelle son pouvoir du premier film, mais son sens a changé. Avant, Elsa construisait la glace pour s'isoler ou pour exprimer une liberté individuelle. Ici, elle l'utilise à pleine puissance au service d'une communauté qu'elle accepte de ne plus diriger seule. Elle ne sauve pas Arendelle contre la vérité. Elle sauve Arendelle après que la vérité a été reconnue. Quand la mer se calme, Olaf revient. La magie d'Elsa, libre à nouveau, recrée le bonhomme de neige. Cette résurrection n'annule pas l'émotion de la caverne, parce qu'Anna a réellement dû agir sans savoir qu'il reviendrait. Elsa lui offre aussi un petit nuage de neige personnel pour qu'il puisse continuer à exister au fil des saisons.
Le détail est joyeux, mais il a une logique. Olaf n'est plus condamné à une survie exceptionnelle dépendant d'un enchantement fragile. Il reçoit une place durable dans ce monde devenu plus stable. La forêt est libérée, la brume disparaît. Les soldats d'Arendelle peuvent enfin revoir un horizon qu'ils n'avaient plus aperçu depuis plus de 3 décennies. Les Northuldra ne sont plus enfermés avec ceux qu'ils considéraient comme les descendants de leurs ennemis. Le film ne prétend pas que 34 ans de douleur disparaissent dans une poignée de main. La paix qui s'ouvre est plus modeste et plus crédible. Les personnages disposent enfin de la vérité nécessaire pour commencer à vivre ensemble sans maintenir le mensonge du barrage. La dernière décision d'Elsa est la plus calme de tout le film. Elle ne reprend pas simplement sa vie de reine, comme si le voyage n'avait rien déplacé. Elle comprend que sa place est désormais dans la forêt, avec les esprits et les Northuldra. Ce choix pourrait être lu comme une séparation, mais le film le construit plutôt comme une redistribution. Elsa devient le 5e esprit, celle qui peut circuler entre la forêt et Arendelle. Elle ne coupe pas son lien avec sa sœur. Elle refuse l'idée que leur amour exige qu'elles occupent la même fonction ou le même lieu. Anna, de son côté, devient reine d'Arendelle. La conclusion ne la couronne pas par défaut parce qu'Elsa serait trop magique pour régner. Anna a prouvé, tout au long du voyage, qu'elle savait écouter les personnes blessées, reconnaître une injustice qui touche pourtant sa propre maison, prendre une décision irréversible et assumer ses conséquences. Elle possède une qualité politique que Runar n'avait pas. Elle n'interprète pas l'inconnu comme une menace à soumettre. Elle commence par chercher les gens derrière le conflit. Il y a une belle précision dans cette transmission. Elsa a toujours été capable de protéger Arendelle avec une puissance exceptionnelle. Mais être reine ne consiste pas seulement à arrêter une vague. Cela exige d'habiter les décisions quotidiennes du royaume, de recevoir les autres, de maintenir les liens, de choisir des compromis. Anna a cette énergie depuis le premier film. Elle a aussi appris, ici, que l'enthousiasme ne suffit pas. Sa décision de briser le barrage montre une forme de courage plus lourde. Elle agit pour ce qui est juste tout en sachant que son propre peuple peut perdre beaucoup. Elsa n'est pas exilée. Le dernier mouvement du récit la montre traversant les plaines sur le Noc, courant avec Gall, observant les habitants de la forêt et revenant régulièrement vers Arendelle. Ce va-et-vient est la réponse concrète au symbole du pont. Il ne s'agit pas d'un statut magique posé dans une dernière scène. Elsa porte des messages entre deux communautés qui ne doivent plus vivre dans l'ignorance l'une de l'autre. La frontière qui séparait la forêt et le royaume n'a pas disparu parce que les lieux sont devenus identiques. Elle cesse d'être une coupure imposée par la peur. Christophe trouve enfin son moment. Après toutes ces tentatives interrompues, il demande Anna en mariage sans grande mise en scène forcée. Ce qui change, ce n'est pas la quantité de romantisme, c'est son attention. Il ne réclame pas d'être au centre du monde d'Anna. Il rejoint le monde qu'elle est en train de réparer et lui propose de continuer avec elle. Anna accepte. Le film boucle ainsi une comédie secondaire sans essayer de la faire rivaliser avec la question historique du barrage. Le couple existe, il est solide, mais l'intrigue comprend que le choix d'Anna doit rester d'abord le sien. Olaf, lui, continue d'apprendre. Il n'est plus seulement la part enfantine qui interrompt les scènes sérieuses avec une blague. Dans la forêt, il a découvert l'inquiétude devant le changement. Dans la caverne, il a traversé une disparition qui a forcé Anna à trouver son courage sans lui. Son retour permet la joie, mais il ne le replace pas exactement au même point. Le monde devient plus vaste, les réponses moins confortables, et Olaf demeure la personne qui peut demander franchement ce que les autres n'osent pas formuler. La scène finale rassemble les deux sœurs à Arendelle. Elsa revient à cheval sur le Noc, Anna vient à sa rencontre, et le château accueille à la fois la reine du royaume et celle qui veille sur la forêt. Le plan ne dit pas que tout sera simple. La famille vit maintenant à deux endroits, mais elle a cessé de confondre proximité et enfermement. Dans le premier récit, Elsa fermait les portes pour protéger Anna. À la fin de celui-ci, les portes restent ouvertes entre deux mondes qui avaient été séparés par un secret. La fin explique donc nettement l'essentiel. Le 5e esprit, c'est Elsa. Son pouvoir vient de l'acte de compassion d'Iduna, qui a sauvé Agnar malgré le conflit. Les 4 autres esprits représentent la terre, le feu, le vent et l'eau. Mais ils ne servent pas seulement d'ornements fantastiques. Leur agitation signale que l'équilibre entre humain et nature a été rompu. La véritable cause de cette rupture est Runar. Il a fait construire le barrage pour affaiblir les Northuldra, puis a trahi leur chef, provoquant la guerre. Le barrage devait disparaître. Anna l'a fait détruire. Elsa a empêché la vague de détruire Arendelle. La forêt est libérée, et les deux sœurs choisissent des responsabilités complémentaires. Ce qui reste plus ouvert relève de la nature exacte d'Atoalan. Le glacier est décrit comme une mémoire. Il semble capable de conserver des scènes du passé et de transmettre des connaissances à Elsa. Le film ne transforme jamais son fonctionnement en manuel de règles. Il laisse Atoaland conserver une part de mystère,
parce que l'important n'est pas de savoir jusqu'où va exactement son pouvoir. L'important est que la mémoire a une exigence. On ne peut pas y entrer, prendre une vérité utile, puis ignorer la responsabilité qu'elle crée. Cette idée est installée dès le début par le récit d'Agniar. Le père ne ment pas volontairement à ses filles, mais il leur transmet une version où les causes de la guerre restent floues. Cela ressemble à beaucoup d'histoires familiales ou nationales. On hérite de faits réels, de blessures réelles, mais aussi de silences qui protègent l'image des anciens. Elsa et Anna ne sont pas coupables de l'acte de Runar. En revanche, une fois qu'elles en connaissent les conséquences, elles doivent décider ce qu'elles font de cette connaissance. Le film est plus fort lorsqu'il laisse cette responsabilité devenir un acte matériel. Il aurait pu résoudre l'histoire avec une réconciliation cérémonielle, une promesse solennelle entre Elsa et les Northuldra, ou un discours qui transformerait la compréhension en paix immédiate. À la place, il demande la destruction du barrage. C'est une réponse plus coûteuse, donc plus convaincante. Le mensonge de Runar est gravé dans le paysage. Il faut modifier le paysage pour que les relations puissent changer. Cela explique aussi pourquoi le danger pour Arendelle est nécessaire au dernier acte. Si la destruction du barrage n'avait aucune conséquence pour le royaume, la décision d'Anna serait simplement héroïque. Le risque que la vague emporte les maisons donne à son choix une vraie gravité. Elle ne sacrifie pas par mépris pour son peuple. Elle accepte que le confort bâti sur une injustice ne peut pas être traité comme un droit absolu. Elsa sauve ensuite la ville, mais ce sauvetage ne transforme pas la décision d'Anna en décision sans prix. Au moment où Anna agit, elle ignore qu'une barrière de glace pourra tout arrêter. Le duo entre les sœurs fonctionne parce que leurs forces ne sont pas interchangeables. Elsa est attirée par le mystère, par les traces, par le besoin de comprendre d'où elle vient. Elle entre dans les espaces où personne d'autre ne peut aller. Anna est attirée par les personnes et par la chose à faire immédiatement. Elle cherche Elsa, elle parle avec Mathias, elle reconnaît le besoin des Northuldra. Elle prend une décision lorsque les informations sont enfin assez claires. L'une reçoit la vérité, l'autre la transforme en action. Le film évite pourtant de réduire Elsa à l'intuition et Anna à l'action pratique. Elsa a aussi une conscience politique. Elle comprend que le barrage doit tomber même si Arendelle risque d'être touchée. Anna a aussi une intuition émotionnelle. Elle voit qu'Elsa est encore tentée de tout porter seule. La complémentarité ne les enferme pas dans des rôles fixes. Elle les rend capables de faire ce que l'autre ne peut pas accomplir au même instant. Ce déplacement est particulièrement visible dans leur conflit le plus discret. Elsa part seule vers Atoalan parce qu'elle croit protéger Anna. Anna veut venir parce qu'elle sait que l'isolement est le vieux piège de sa sœur. Les deux ont de bonnes raisons, et pourtant la séparation leur fait mal. Il n'y a pas de grande dispute qui créerait artificiellement un drame. Il y a une friction plus adulte. Aimer quelqu'un, c'est parfois respecter son appel, parfois contester sa manière de vous écarter, et souvent faire les deux à la fois. Christophe sert de miroir plus léger à ce problème. Il passe une partie du film à préparer une demande en mariage qui serait parfaite, alors qu'Anna n'a pas besoin d'une perfection mise en scène. Elle a besoin de savoir qu'il est avec elle quand les circonstances deviennent imprévisibles. Lorsqu'il renonce à contrôler le moment, il trouve enfin la bonne manière d'être présent. Sa maladresse ne l'éloigne pas d'Anna. Elle devient comique parce qu'elle révèle un homme sincère qui ne sait pas emballer sa sincérité. La relation entre Mathias et les Northuldra joue un rôle tout aussi important, mais moins visible. Mathias appartient à l'armée d'Arendelle, pourtant il n'est pas traité comme le coupable personnel de Runar. Il a été enfermé par la brume au même titre que les Northuldra. Son attachement au devoir est touchant, mais le film ne lui demande pas de défendre la politique de son ancien roi. Quand Elsa révèle qui elle est, il accepte l'autorité d'une nouvelle génération. Lorsque la vérité sort, il ne cherche pas à sauver l'honneur de Runar. Cette possibilité est essentielle. Reconnaître une faute héritée ne veut pas dire condamner chaque descendant à porter la même identité morale. Yelena, Oneimaren et Ryder empêchent aussi la forêt d'être seulement un lieu magique dont Elsa serait l'unique interprète. Ils ont une culture, des souvenirs, des liens avec les esprits, mais le récit ne prétend pas que ces éléments les définissent entièrement. Yelena porte la mémoire de la communauté. Oneimaren apporte une relation plus directe avec Elsa et refuse de la flatter inutilement. Ryder donne à Christophe un partenaire de comédie et rappelle que les jeunes Northuldra, eux aussi, se demandent comment parler aux personnes qu'ils aiment. Les personnages secondaires existent pour mettre Elsa et Anna à l'épreuve, mais ils donnent surtout un visage humain à ce qui serait autrement une abstraction politique. La progression des esprits suit la même logique. Gal est imprévisible mais curieux. Bruni brûle parce qu'il est paniqué. Le Noc est violent parce qu'il protège le passage vers Atoalan. Les géants sont colossaux et presque indifférents, comme une montagne qui se mettrait à marcher. Aucun d'eux ne ressemble à un méchant avec un plan personnel. Ensemble, ils obligent les personnages à renoncer au réflexe de tout expliquer par une intention humaine.
La nature du film ne parle pas toujours en phrases. Elle répond par le feu, le vent, l'eau, le poids des pierres. Il faut apprendre à lire ces réponses avant de croire pouvoir les gouverner. Cette attention aux forces matérielles donne aux images une vraie fonction. La glace d'Elsa est belle, mais elle n'est pas seulement une signature visuelle. Au début, elle sert à entrer dans la forêt et à éclairer des fragments du passé. À Atoaland, elle devient le matériau même de la mémoire. À la fin, elle protège Arendelle de la vague. Chaque usage conserve la même source, mais sa signification se déplace avec Elsa. Elle passe de la défense de soi à la recherche, puis à une protection choisie pour les autres. L'automne, lui aussi, prépare ce passage. Le premier film associait Elsa à l'hiver et au gel. Ici, le monde commence dans une saison où les feuilles tombent, où les couleurs sont magnifiques parce qu'elles annoncent déjà une transformation. L'automne ne rend pas Arendelle triste. Il rend la stabilité moins trompeuse. Quelque chose de beau peut être en train de changer. Cette sensation accompagne Elsa jusqu'à la forêt, où le feu, la brume et les pierres refusent de laisser les personnages imaginer qu'un bonheur acquis est forcément un bonheur définitif. Cette transformation passe beaucoup par la musique. Dans les films de cette série, une chanson ne sert pas seulement à suspendre l'intrigue pour laisser un personnage exprimer une émotion. Elle fixe souvent l'instant où un sentiment devient une décision. Elsa ne chante pas parce qu'elle a déjà compris la voix. Elle chante parce qu'elle résiste encore à l'appel, tout en sentant que cette résistance ne pourra pas durer. La séquence donne un rythme et une forme à une hésitation qui, racontée simplement, pourrait paraître abstraite. La mise en scène place alors Elsa dans les couloirs du château, parmi les meubles, les cadres et les souvenirs de sa famille. Tout autour d'elle renvoie à une vie protégée, construite, connue. La voix vient d'un ailleurs que personne dans la salle ne peut entendre. C'est pourquoi son choix a quelque chose de solitaire dès le départ. Anna peut l'aimer, Olaf peut plaisanter, les habitants peuvent compter sur elle, mais l'appel vise Elsa seule. La chanson ne prétend pas que l'inconnu est forcément merveilleux. Elle montre le moment où la curiosité devient plus forte que la peur de perdre ce qui est déjà acquis. À Atoaland, la grande séquence d'Elsa joue un rôle inverse. Cette fois, elle ne se demande plus si elle doit suivre la voix. Elle arrive à l'endroit d'où elle venait et découvre que la voix porte celle de sa mère. Le spectacle est immense. La glace s'ouvre. Les souvenirs prennent des formes lumineuses. Elsa change d'apparence pour correspondre au lieu. Mais l'enjeu reste précis. Elle cherche enfin une réponse à la question de son origine. La scène est célèbre parce qu'elle libère Elsa de beaucoup de ses anciennes peurs, mais elle ne la libère pas de toute responsabilité. La révélation lui donne une identité plus claire et une tâche plus lourde. Anna reçoit une chanson beaucoup plus resserrée au moment le plus sombre. Elle ne se trouve ni dans un palais, ni sur une mer ouverte, ni dans un espace conçu pour l'éblouissement. Elle est seule dans une caverne, après la disparition d'Olaf, avec l'idée que sa sœur a peut-être été perdue elle aussi. La force de cette scène vient de son refus d'une consolation trop rapide. Anna ne promet pas de régler le monde. Elle ne prétend pas savoir comment survivre à la suite. Elle décide seulement d'accomplir l'action juste qui se présente à elle. Cette modestie devient un courage énorme. Le contraste entre les deux sœurs est donc musical autant que narratif. Elsa reçoit un appel qui lui révèle une possibilité. Anna reçoit le vide et répond par une responsabilité. L'une avance vers une forme de connaissance. L'autre avance sans la garantie de connaître l'issue. Les deux mouvements conduisent au même point, parce que la vérité d'Elsa ne servirait à rien sans la décision d'Anna, et la décision d'Anna serait impossible sans la vérité transmise par Elsa. Christophe bénéficie d'une parenthèse plus légère, construite comme une déclaration d'amour embarrassée et sincère. La forme joue avec l'intensité des grandes ballades romantiques, avec des poses exagérées, des paysages et des reines transformées en choristes improvisés. La blague fonctionne parce que le film laisse Christophe être ridicule sans le diminuer. Derrière les effets, il y a un personnage qui ne sait plus comment parler lorsqu'il tient réellement à quelqu'un. La chanson donne à cette maladresse une ampleur volontairement démesurée, ce qui permet de souffler au milieu d'une intrigue chargée de deuil et de mémoire. Olaf a, lui, une chanson qui transforme son inquiétude en enthousiasme confus. Il croit qu'en devenant plus grand, les changements finiront par s'expliquer. La scène accumule des signes contradictoires, et c'est précisément ce qui la rend touchante. Le spectateur comprend mieux qu'Olaf que l'âge ne résout pas toutes les incertitudes. Olaf le découvrira à son tour. Son optimisme n'est pas ridiculisé. Il est seulement confronté à une réalité qu'aucun personnage ne maîtrise complètement. Les chansons sont écrites par Kristen Anderson Lopez et Robert Lopez, déjà au cœur de la musique du premier film. Leur continuité est utile, parce que la suite ne cherche pas à renier l'énergie de la Reine des Neiges. Elle la fait mûrir. Les morceaux restent accessibles, mélodiques et directement liés au personnage, mais les questions changent. Il ne s'agit plus seulement d'oser être soi ou d'ouvrir une porte fermée.
Il s'agit d'accepter que l'identité peut contenir des héritages contradictoires, que l'amour ne supprime pas la séparation et que l'action juste peut arriver bien après le moment où l'on se sent prêt. Le choix de l'animation soutient cette maturité sans alourdir la surface. Les réalisateurs Chris Buck et Jennifer Lee reviennent pour cette suite, avec Jennifer Lee au scénario. Ils gardent les silhouettes et l'énergie comique associées aux personnages, mais déplacent la texture du monde. Arendelle est plus automnale, la forêt plus organique, la mer plus hostile. L'image ne se contente pas de dire que le danger est plus grand. Elle retire aux héroïnes les décors où elles avaient appris à se sentir chez elles. Dans le château, les lignes sont nettes, les tapisseries et les objets racontent une histoire royale maîtrisée. Dans la forêt, les formes sont moins stables. Les feuilles volent, le vent déplace les détails, le feu se glisse entre les racines, la brume réduit la distance visible. Atoaland pousse encore plus loin cette logique. Les contours eux-mêmes deviennent des souvenirs. Une statue de glace peut se mettre à vivre. Un mur peut livrer une image. Une surface transparente peut cacher une profondeur dangereuse. Elsa traverse une matière qui ressemble à son propre pouvoir, mais elle y est moins en contrôle qu'elle ne l'a jamais été. La mer Noire est un très bon exemple de cette évolution visuelle. Dans le premier récit, l'eau est souvent liée au voyage, à la séparation familiale et à une menace lointaine. Ici, elle devient une épreuve directe. Le Noc apparaît dans les vagues comme une forme que l'on a du mal à saisir. Son corps translucide permet à l'eau de rester visible à travers lui. Cela le rend magnifique, mais empêche le spectateur de le confondre avec un animal compagnon déjà apprivoisé. Avant que le Noc accepte Elsa, il reste d'abord une mer qui prend une forme. Les géants de pierre répondent à une autre idée. Ils sont lourds, lents, presque muets. Dans un film peuplé de mouvements rapides, de chants et de magie lumineuse, leur présence rappelle que certaines forces n'offrent aucune conversation immédiate. Anna ne les convainc pas, elle utilise leur trajectoire. Sa victoire ne vient pas du contrôle de leur personnalité, mais de sa compréhension très concrète du lieu où ils doivent frapper. La stratégie devient lisible parce que les dimensions des personnages et du barrage sont toujours claires. Une petite silhouette humaine, une paroi immense, des rochers lancés comme des projectiles. Le travail des couleurs accompagne ce changement de ton. Le violet, l'orange et le cuivre de l'automne donnent au début une chaleur que la menace vient progressivement fissurer. La forêt nocturne passe au bleu et au vert. Le feu de bruni apporte une lumière vive et nerveuse. Atoaland revient au blanc et au bleu, mais ce bleu est très différent de celui du palais de glace du premier film. Il est plus profond, plus translucide, moins lié au plaisir de construire qu'à la nécessité de regarder derrière soi. La conception des Northuldra appelle une attention particulière. Le film s'inspire de cultures du nord de l'Europe, notamment de traditions samis, pour penser les vêtements, les chants et la relation avec le territoire. Disney a travaillé avec des représentants samis pendant la production, afin que cet univers fictif ne se contente pas d'emprunter des signes visuels sans dialogue. Cela ne transforme pas les Northuldra en portrait documentaire d'un peuple réel, et le film ne le prétend pas. Mais cette recherche rappelle pourquoi la question de l'appropriation de la Terre ne peut pas être traitée comme un décor vague. Cette influence donne une densité particulière à la critique de Runard. Il n'est pas seulement le mauvais ancêtre nécessaire à une intrigue de suite. Il représente une manière de parler d'un territoire comme si l'on pouvait l'améliorer de l'extérieur, puis de considérer les personnes qui y vivent comme un obstacle à l'ordre. La forêt enchantée permet au film de raconter cela avec des esprits et une princesse de glace. Le barrage, lui, empêche le sujet de rester purement métaphorique. C'est une construction humaine qui modifie un milieu et redistribue le pouvoir. Le film garde cependant une prudence bienvenue. Il ne donne pas au Northuldra la mission de pardonner immédiatement à Arendelle. Yelena se montre méfiante, Oneimaren écoute Elsa sans se laisser séduire par son statut, et l'armée elle-même reste une source de tension. La résolution devient possible parce que la vérité est révélée et parce que le barrage tombe, pas parce qu'une héroïne explique que tout le monde devrait s'entendre. Cette différence donne du poids au dernier acte, même dans un récit qui doit finir sur une note lumineuse. À ce niveau, le choix d'une suite est intéressant. Le premier film avait déjà réglé ce qui semblait être son grand conflit. Elsa avait retrouvé Anna. Anna avait compris que l'amour pouvait prendre la forme d'un sacrifice. Et Arendelle avait une reine. Revenir avec exactement la même menace aurait été inutile. La Reine des Neiges 2 choisit donc de déplacer la question. Après avoir appris à ne plus se cacher, que fait-on de la liberté obtenue ? Peut-on rester identique après avoir découvert l'histoire qui a permis à son foyer d'exister ? La réponse est ni simple ni punitive. Elsa ne perd pas Arendelle parce qu'elle est différente. Anna ne perd pas Elsa parce qu'elle devient reine. Les deux gagnent une place plus juste. Mais cette place n'arrive qu'après une longue route où l'équilibre ancien est démonté morceau par morceau. C'est pourquoi le film a besoin de son voyage vers le nord.
Il ne s'agit pas d'ajouter des paysages au succès du premier épisode. Il faut éloigner les héroïnes du château pour que le passé, trop bien rangé dans les récits d'Arendelle, puisse enfin les atteindre. Le voyage est d'ailleurs construit comme une enquête, mais une enquête où la preuve apparaît sous des formes très différentes. Il y a le récit d'Agnard, imparfait mais sincère. Il y a la berceuse d'Iduna, vraie mais incomplète. Il y a l'écharpe qui établit un lien familial avec les Nortuldra. Il y a les statues de glace, capables de faire revenir des instants que personne n'a pu raconter. Enfin, il y a Atoalan, qui donne accès à la mémoire tout en demandant à Elsa de risquer sa propre sécurité. Ces éléments ne s'additionnent pas comme des indices dans une enquête policière. Ils réparent progressivement une histoire dont chaque témoin ne possédait qu'un morceau. Cette structure explique pourquoi l'appel de la voix n'est pas immédiatement traduit. Si Elsa savait dès la première scène que sa mère lui parlait depuis un glacier, l'aventure perdrait son mouvement intérieur. La voix doit d'abord être une intrusion. Elle rend Elsa mal à l'aise parce qu'elle vient troubler un bonheur réel. Puis elle devient une question familiale. Enfin, elle révèle un problème politique et naturel beaucoup plus vaste. Le même son change de sens à mesure que les personnages avancent. C'est une manière élégante de faire d'un motif musical le fil d'une intrigue. Les premiers souvenirs du roi Agnard ont aussi une fonction délicate. Le film ne traite pas un père aimé comme un narrateur malveillant. Agnard a été un enfant pris au milieu d'un traumatisme. Il a vu la guerre, il a été sauvé, il a perdu sa famille dans le chaos. Il a ensuite grandi dans le royaume de Runar sans connaître toute la vérité. Lorsqu'il raconte la forêt à Elsa et Anna, il donne ce qu'il croit savoir. Sa version est insuffisante, mais son affection pour ses filles est visible. Cette distinction permet au récit de parler d'héritage, sans demander aux enfants de régler moralement le passé de leurs parents. Iduna incarne une difficulté complémentaire. Elle savait qu'elle venait de la forêt, elle avait sauvé Agnard, et elle avait choisi de vivre à Arendelle. Pourquoi n'a-t-elle rien dit à ses filles ? Le film ne donne pas une réponse totale, et c'est raisonnable. Iduna avait probablement voulu protéger sa famille, éviter de raviver un conflit dont elle ne connaissait pas l'issue, et trouver le courage de parler quand Elsa serait prête. On peut trouver ce silence frustrant, mais il sert aussi à rendre son personnage humain. Les parents ne transmettent pas toujours leurs blessures par mensonge. Parfois, ils les transmettent par l'impossibilité de trouver une manière sûre de les raconter. Le récit prend soin de ne pas laisser Elsa réduire cette révélation à une explication psychologique unique. Sa magie ne vient pas simplement d'un trait de caractère, d'une humeur ou d'une faute secrète. Elle est une réponse des esprits à un geste de bonté. Cette origine est plus mythique que scientifique, mais elle évite un piège fréquent des suites. Expliquer chaque aspect du premier film jusqu'à l'épuiser. Elsa reste Elsa. Sa peur, sa créativité, son besoin de contrôler et sa capacité à aimer ne sont pas remplacés par une origine magique. L'origine lui donne un contexte, pas un manuel de personnalité. Le cinquième esprit fonctionne de la même manière. Certains spectateurs peuvent vouloir savoir pourquoi il ne possède pas une créature aussi claire que le vent ou le feu. Justement, le film répond en faisant d'Elsa un cinquième élément de relation plutôt qu'un cinquième élément naturel. Elle n'est pas là pour ajouter une couleur à la série des esprits. Elle est la conscience capable de passer d'un monde à l'autre. Cette place est moins spectaculaire qu'un dragon ou qu'une nouvelle tempête, mais elle donne un sens aux compétences qu'Elsa a développées depuis le début. La sœur sans magie devient indispensable parce que le pont ne tient pas avec une seule personne. Anna représente ce que le film appelle rarement de manière explicite. Le choix humain. Les esprits peuvent signaler le déséquilibre. Elsa peut découvrir la cause. Mais aucun phénomène magique ne peut décider à la place d'Arendelle de reconnaître la faute de Runar. Anna prend ce choix. Elle ne possède pas le pouvoir de geler une vague, mais elle possède le courage de dire qu'une construction injuste doit disparaître. Sa force est moins visible, donc le dernier acte doit lui donner une décision que personne d'autre ne peut faire à sa place. Ce choix est préparé par la première rencontre avec Mathias. Anna ne commence pas par voir les soldats comme des ennemis abstraits. Elle parle au lieutenant, découvre son attente, observe son devoir et perçoit l'épuisement de cette garnison bloquée hors du temps. Ensuite, elle entend Yelena et Onemaren. Elle voit donc les deux côtés avant de connaître la vérité finale. Lorsque celle-ci arrive, sa décision n'est pas un geste impulsif fondé sur une seule version des faits. Elle est le résultat d'une attention patiente aux personnes que la vieille guerre a séparées. La séquence du barrage fait aussi écho au sacrifice du premier film, sans le copier. Dans La Reine des Neiges, Anna se mettait en danger pour sauver Elsa. Ici, elle risque Arendelle elle-même pour empêcher qu'un mensonge continue de structurer la vie de tous. L'échelle est différente, mais le geste conserve la même qualité. Anna agit avant de savoir si quelqu'un pourra la sauver. Ce n'est pas une héroïne qui se croit invincible. C'est quelqu'un qui reconnaît une obligation lorsque les excuses ont disparu. Elsa accomplit ensuite un autre type de sacrifice.
À Atoalan, elle accepte de poursuivre la vérité au-delà de la limite prudente. Le film montre clairement que cette décision a un coût. Sa glace se referme sur elle, Olaf disparaît, Anna reste sans réponse. On peut discuter le fait qu'Elsa parte encore seule après toutes les leçons du premier récit. Le film ne l'ignore pas. Anna lui reproche justement cette tendance, et la catastrophe donne raison à la peur de sa sœur. Mais le scénario choisit cette répétition parce que l'isolement d'Elsa n'est plus seulement une peur à dépasser une fois pour toutes. C'est un réflexe profondément ancré qui revient au moment où elle croit que le danger lui appartient. La différence est qu'Elsa finit par transmettre la vérité. Même avant d'être figée, elle envoie ce qu'elle a vu à Anna. Elle ne garde pas le secret pour pouvoir tout régler seule. Cette ouverture empêche le film de répéter exactement le même arc. Elsa tombe parce qu'elle va trop loin, mais elle permet à Anna d'agir. La résolution ne vient donc pas d'une héroïne enfin parfaite. Elle vient de deux sœurs dont les limites, parce qu'elles se font confiance assez tard, mais réellement deviennent complémentaires. Le film trouve également un bon équilibre dans l'usage du comique. Olaf et Christophe ne vivent pas une aventure séparée qui servirait seulement à alléger l'ambiance. Olaf pose les questions que personne ne veut entendre quand le monde devient bizarre. Christophe incarne une forme de désir simple, celui de construire un futur avec Anna, qui contraste avec la pression historique de la quête. Sven ne parle pas, mais sa loyauté rend l'énergie de Christophe plus lisible. Les reines qui accompagnent la chanson de Christophe jouent sur l'excès, puis le personnage revient immédiatement à l'action lorsqu'Anna a besoin de lui. Bruni offre une autre respiration. Sa petite taille et ses mouvements rapides font sourire, surtout lorsqu'il se couche sur la main d'Elsa après avoir semé un incendie. Mais le personnage ne devient pas un animal de compagnie permanent. Il est un esprit de feu qui accepte un contact après avoir été calmé. Cette retenue est judicieuse. Elle laisse au film son merveilleux sans remplir chaque scène d'une mascotte supplémentaire. La violence est aussi dosée avec attention. La bataille ancienne n'est pas montrée comme un spectacle prolongé. Le geste de Runar est rapide, puis ses conséquences envahissent l'histoire. Les géants de pierre sont dangereux, mais le film ne s'attarde pas sur des blessures. La vague qui menace Arendelle est immense, mais la tension vient de la ville, des gens évacués et de la question de savoir si Elsa arrivera à temps. Le récit conserve une gravité réelle sans transformer la catastrophe en fascination. Le titre français, La Reine des Neiges 2, laisse naturellement croire que tout dépend encore de la reine et de sa glace. Le film s'en sert pour déplacer l'attente. Elsa demeure la figure la plus spectaculaire, celle dont le pouvoir organise les grandes images. Pourtant, la reine qui finit sur le trône est Anna, et la décision qui répare la faute historique lui appartient. Cette redistribution est cohérente avec le premier film, où le geste décisif venait déjà d'Anna. La suite ne renverse donc pas l'histoire. Elle fait apparaître plus nettement une structure qui était là dès le départ. La force d'Elsa et l'amour d'Anna n'ont jamais été en concurrence. Le film ose aussi laisser les héroïnes se séparer géographiquement sans associer cette séparation à une rupture affective. Dans beaucoup de récits de famille, le bonheur final consiste à remettre tous les proches sous le même toit. Ici, le royaume et la forêt deviennent deux lieux nécessaires. Elsa appartient à l'espace où les esprits ont besoin d'elle. Anna appartient au royaume qu'elle peut gouverner avec justice. Leurs relations demeurent actives parce qu'elles font le trajet l'une vers l'autre. Cette idée paraît simple, mais elle donne à la conclusion une maturité inhabituelle pour une suite centrée sur deux sœurs. On peut aussi y voir une réponse à la question que le premier film laissait en arrière-plan. Qu'arrive-t-il après la réparation ? Réconcilier les sœurs était essentiel, mais cela ne voulait pas dire que chacune avait trouvé son rôle définitif. La Reine des Neiges 2 refuse le faux confort d'un bonheur qui arrêterait le mouvement. Elsa peut aimer Arendelle et découvrir qu'elle doit vivre aussi ailleurs. Anna peut aimer Elsa et accepter de ne pas partager tous les jours de sa vie. Le film ne décrit pas cette évolution comme un éloignement froid. Il lui donne la forme d'une confiance nouvelle. Cette confiance est résumée par les derniers allers-retours d'Elsa. Elle n'attend plus qu'une crise l'oblige à rentrer. Elle visite Arendelle parce que le lien est vivant. Anna n'attend plus qu'Elsa prouve qu'elle est restée. Elle l'accueille comme une sœur qui a trouvé sa place. Après un film entier consacré aux histoires que l'on ne se disait pas, la véritable victoire est peut-être là. Elles n'ont plus besoin de vivre ensemble pour savoir qu'elles ne sont pas seules. Sortie en 2019, 6 ans après le premier long-métrage, La Reine des Neiges 2 porte forcément le poids d'un succès immense. Une suite de cette ampleur peut facilement se contenter de remettre les mêmes personnages dans une aventure plus grande, avec davantage de décors et une menace plus bruyante. Le projet prend un risque plus intéressant. Il accepte que les qualités qui avaient rendu le premier épisode rassurant ne puissent pas rester intactes. Les héroïnes sont aimées, le royaume est sauvé, la famille est réunie. Alors le nouveau conflit ne peut pas naître d'un simple manque de bonheur. Il doit venir de ce que ce bonheur a laissé dans l'ombre.
Le scénario de Jennifer Lee part de cette idée avec une certaine ambition. La première aventure utilisait un conte de princesse pour parler de la peur, de l'isolement et d'un amour fraternel qui refuse la solution romantique automatique. La seconde emprunte davantage au récit de quête et aux contes mythologiques. Elle avance de l'automne vers de la forêt vers la mer, puis de la mer vers un glacier qui contient les réponses. Chaque étape éloigne les personnages de la cour et les rapproche d'une histoire plus ancienne qu'eux. Cette progression donne parfois au film une densité inhabituelle pour une animation musicale. Dans le même mouvement, il faut suivre l'appel d'Elsa, le mystère de ses origines, la tension entre les soldats et les Nortuldra, le désir de Christophe de se fiancer, l'angoisse d'Olaf devant les changements et le problème écologique du barrage. Rien de tout cela n'est traité comme une intrigue totalement indépendante. Les fils se rejoignent dans l'idée d'un équilibre rompu. Mais le rythme demeure rapide, ce qui peut donner à certains passages l'impression de traverser un sujet profond avant d'en avoir exploré toutes les conséquences. Cette réserve est particulièrement sensible autour de Runar. Le roi apparaît surtout à travers des souvenirs. Cela rend son geste de trahison limpide, mais lui laisse peu de temps pour devenir autre chose que l'incarnation d'un pouvoir méfiant et dominateur. On comprend sa peur de la magie, son désir de contrôle et son mensonge autour du barrage. Le film n'a pas besoin de le rendre sympathique. Cependant, la rapidité de sa révélation peut donner l'impression qu'il faut accepter en quelques minutes une faute historique qui organise toute l'intrigue. Le choix possède aussi un avantage. En ne donnant pas à Runar une présence active dans le présent, le récit évite de transformer le dernier acte en duel contre un ancêtre fantomatique. Le vrai adversaire est une structure qui demeure. Le barrage, la brume, la séparation, la version officielle de la guerre. Les héros ne peuvent pas vaincre Runar par une réplique bien trouvée. Ils peuvent seulement reconnaître son acte et retirer ce qu'il a laissé derrière lui. La solution devient moins personnelle, mais elle rejoint mieux le thème du film. La question de la nature est abordée avec la même économie. Les 4 esprits ne sont pas des divinités dont il faudrait apprendre une mythologie complète. Le film leur attribue des comportements clairs, puis les utilise comme mesure d'un désordre. Gal est un vent qui ne se laisse pas enfermer. Bruni est un feu qui s'emballe. Le Noc est une eau qui impose sa puissance. Les géants sont la terre lorsqu'elle répond par le déplacement et le poids. Ces figures permettent d'associer la fantaisie à une matière très concrète sans alourdir le récit de règles encyclopédiques. La contrepartie est qu'on pourrait souhaiter davantage de temps auprès des Nortuldra et des soldats enfermés dans la brume. 34 années d'attente représentent une expérience énorme. Mathias, Yelena, Oneimaren et Ryder ont suffisamment de présence pour que leur rôle compte, mais pas assez pour que leur histoire devienne aussi détaillée que celle des sœurs. Le film fait un choix de focalisation. Il raconte d'abord la manière dont Elsa et Anna découvrent leur héritage. Il ne prétend pas fournir le récit exhaustif de toute la communauté libérée. Ce choix devient acceptable parce que la conclusion n'annonce pas une réconciliation parfaite. La brume se lève, le barrage tombe, les personnages peuvent enfin se parler à partir des mêmes faits. C'est le début d'un travail, pas une preuve que la confiance sera immédiate. Cette retenue protège le film d'une résolution trop facile. Yelena n'a pas à donner une bénédiction instantanée à Arendelle pour que le récit puisse se terminer. La justice de la scène se trouve dans l'abandon du barrage, pas dans une approbation magique de tous les survivants. Jennifer Lee et Chris Buck mettent en scène cette évolution avec des espaces très lisibles. La géographie compte constamment. Le château est au bord de l'eau, la forêt est isolée par la brume. Les camps des soldats et des Nortuldra sont séparés. La mer impose une traversée. Atoaland se trouve au-delà de ce passage. Lorsque le barrage cède, la vague peut atteindre Arendelle parce que le film a pris le temps de situer le royaume dans le même paysage. La tension du final ne dépend pas d'une menace abstraite annoncée au dernier moment. Elle découle de la carte du monde que le récit a construite. Le montage aide également à maintenir le lien entre les 2 trajectoires des sœurs. Lorsqu'Elsa entre dans Atoalan, Anna ne disparaît pas de l'histoire. Elle découvre le bateau de leurs parents, elle reste avec Olaf, elle attend des nouvelles et doit affronter l'absence. Quand Elsa envoie la mémoire du glacier, le film revient à Anna pour montrer ce que cette connaissance change. Ainsi, même séparées par la mer, les 2 héroïnes continuent de faire avancer la même intrigue. Ce procédé évite qu'une moitié du film devienne spectaculaire et l'autre seulement pratique. La voix d'Elsa, interprétée en version originale par Idina Menzel, porte une partie décisive de cette continuité. Kristen Bell donne à Anna une énergie différente, plus immédiate, qui devient très puissante lorsque le personnage cesse de chercher une réponse facile. Jonathan Groff conserve chez Christophe une douceur qui empêche ses scènes comiques de devenir une parodie cruelle. Josh Gad fait d'Olaf un personnage plus vulnérable qu'il n'en a l'air. Ces interprétations comptent parce qu'une animation peut facilement rendre une figure secondaire purement fonctionnelle. Ici,
Même quand l'intrigue se déplace vers une légende ancienne, les réactions des personnages restent reconnaissables. La version française doit accomplir un travail comparable, car le film repose sur des variations de ton, sur les silences entre les chansons et sur une relation sororale qui ne peut pas paraître artificielle. Les dialogues ne cherchent pas à faire parler Elsa comme une souveraine distante à chaque phrase, ni Anna comme une enfant éternelle. Les deux ont grandi. Le texte français garde donc l'énergie légère de la première aventure tout en laissant entrer davantage de retenue, surtout dans les scènes avec Iduna, Olaf et le barrage. La dimension musicale joue ici un rôle d'architecture. Les chansons de la première moitié ouvrent des portes. Elsa accepte d'écouter, Olaf tente de comprendre, Christophe tente de se déclarer. Celle de la seconde moitié referme ou déplace ses portes. Elsa trouve une réponse, Anna choisit d'agir malgré le chagrin, Christophe comprend que son engagement doit se traduire par une présence. Le film ne garde pas une même couleur musicale du début à la fin. Il passe de la curiosité à l'émerveillement, puis à la perte et à la résolution. Le succès de la bande originale du premier film créait une attente considérable, surtout autour d'Elsa. La suite ne tente pas de fabriquer une copie de son grand numéro précédent. La chanson d'Ato Holland se situe à un autre endroit du parcours. Elle ne célèbre pas une liberté découverte contre la peur du regard des autres. Elle célèbre une vérité enfin trouvée, avec le risque que cette vérité défasse la vie connue. Ce déplacement rend la comparaison inévitable, mais aussi plus intéressante qu'une répétition. Les créateurs s'appuient par ailleurs sur les paysages scandinaves qui nourrissaient déjà Arendelle, puis leur ajoutent une forêt et une mer beaucoup plus sauvages. Les décors ont suffisamment de précision pour que le monde paraisse habité. L'herbe, les pierres, le bois, les eaux sombres, les feuillages et les lumières du Nord ne sont pas interchangeables avec n'importe quel royaume fantastique. Cette matière visuelle aide à vendre le thème écologique sans avoir à le verbaliser constamment. Le barrage paraît immense parce qu'il tranche avec le relief autour de lui. Sa destruction se lit donc comme un événement physique avant de devenir un geste symbolique. L'animation est aussi attentive aux petites différences de mouvement. Elsa se déplace avec une maîtrise de plus en plus fluide, comme si sa magie faisait enfin partie de son corps. Anna est plus rapide, plus directe, souvent projetée vers les autres ou vers un objectif concret. Christophe hésite avant de parler, puis agit franchement lorsqu'une situation réclame son aide. Olaf conserve une souplesse presque enfantine, qui rend sa disparition dans la caverne d'autant plus étrange. Les personnages ne sont pas seulement identifiables par leur couleur ou leur costume, ils ont un rythme propre. Au moment de la sortie, le film a confirmé l'ampleur mondiale de la franchise. Il a aussi suscité des discussions sur son intrigue, sur la séparation d'Elsa et Anna, et sur la place prise par les Northuldra dans l'histoire d'Arendelle. C'est une réception logique pour une suite qui refuse de rester uniquement dans la zone de confort du premier épisode. Le film conserve les éléments attendus, les chansons, l'humour, la magie et la famille. Mais il les utilise pour poser une question plus complexe. Que doit faire une génération lorsqu'elle découvre que son héritage repose en partie sur un tort qu'elle n'a pas commis? Le récit ne prétend pas donner une réponse utilisable pour tous les conflits réels. Il reste un conte, avec un glacier de mémoire, un cheval d'eau et une reine qui construit une digue de glace. Mais la question est assez nette pour dépasser le merveilleux. Ni Elsa ni Anna ne peuvent changer le passé. Elles peuvent choisir de ne pas le protéger. C'est une distinction qui rend leur victoire plus solide qu'un simple retour au calme. Cette solidité explique la présence d'un final si spectaculaire. La vague, le barrage, les géants et la glace ne sont pas là seulement pour faire monter le volume. Chacun rassemble un fil déjà posé. Les géants ont été réveillés autour d'Arendelle. Le barrage a été identifié comme la fausse promesse de Runar. La mer a montré sa force avec le Noc. La glace d'Elsa a servi à ouvrir des passages et à conserver des souvenirs. Dans les dernières minutes, tout revient avec une fonction précise. Le spectacle est la conséquence des choix, pas un remplacement de ces choix. Revoir le début après la fin permet de mesurer ce que le film a déplacé. Le récit d'Agnard n'était pas une introduction décorative au coin du feu. Il contenait déjà les 4 esprits, le barrage, la bataille, la brume et le sauvetage d'un enfant par une fille inconnue. Mais il manquait la cause. Aucune de ces images ne mentait. Elles étaient simplement rangées dans un ordre qui rendait Runar moins visible. C'est exactement ce que le voyage d'Elsa doit corriger. Pas l'absence totale de mémoire, mais la manière dont une mémoire peut laisser une injustice hors champ. La première évacuation d'Arendelle prend elle aussi une autre valeur. Au départ, les secousses, les rafales et les rochers donnent l'impression que les esprits attaquent un royaume innocent. À la fin, on sait qu'ils réagissent à un déséquilibre plus ancien. Cela ne signifie pas que les habitants évacués ont mérité la peur ou la perte de leur maison. Le film ne punit pas une population pour les actes d'un roi mort depuis longtemps. Il explique plutôt que les conséquences d'une décision politique peuvent continuer à toucher des personnes qui n'y ont jamais consenti.
Le personnage de Grand-Papi résume bien cette différence. Il ne désigne pas un coupable dès la première scène. Il dit seulement que le passé n'est pas ce qu'il croit et qu'il faut trouver la vérité. C'est une formulation prudente, presque frustrante, mais elle protège les héroïnes d'une fausse certitude. Elles ne sont pas envoyées au nord pour vaincre une menace clairement identifiée. Elles sont envoyées pour vérifier une histoire qui pourrait changer la façon dont elles regardent leur propre famille. Cette prudence donne à Elsa une trajectoire plus complexe que celle d'une reine appelée à découvrir un héritage prestigieux. Il serait facile de raconter qu'elle est spéciale parce qu'elle est la descendante cachée d'un peuple magique. La révélation est plus intéressante. Iduna est bien Northuldra, mais Elsa n'obtient pas sa magie comme un simple droit de naissance. Elle la reçoit parce qu'Iduna a fait un choix de compassion dans une situation où tout encourageait la méfiance. Sa différence est donc liée à un geste, à une relation entre deux êtres, et non à une supériorité de sang. Anna est incluse dans cette origine sans recevoir les mêmes pouvoirs. Le film aurait pu laisser cette différence créer une jalousie artificielle. Il fait le contraire. Anna ne demande jamais pourquoi elle ne contrôle pas la glace. Sa question est plus pressante. Comment rester avec Elsa quand Elsa veut s'éloigner? Cette cohérence rappelle que les deux sœurs n'ont jamais eu besoin de devenir semblables pour être centrales. Leurs talents viennent de directions différentes. Et la résolution dépend précisément de cette asymétrie. La traversée de la mer est un bon exemple de la frontière entre leurs forces. Elsa doit monter sur le Noc parce qu'elle peut supporter cette rencontre et parce que la voie la guide. Anna ne peut pas faire ce voyage à sa place. Mais lorsqu'Elsa envoie la mémoire, Anna reçoit l'information sans contester qu'elle lui est destinée. Elle n'a pas besoin de devenir magicienne pour entendre la vérité. Elle doit seulement décider ce qu'elle en fera. C'est une façon discrète de faire de la communication entre les sœurs une force plus importante que leur ressemblance. Le film s'appuie aussi sur l'idée que les morts ne reviennent pas pour tout expliquer. Agnar et Iduna apparaissent à travers les souvenirs, le navire et le chant. Leur présence est émouvante parce qu'elle répond à des questions que leur fille porte depuis longtemps. Pourtant, ils ne peuvent plus guider Elsa et Anna dans chaque décision. Les sœurs doivent accepter l'amour de leurs parents, reconnaître les limites de ce qu'ils savaient ou osaient dire, puis choisir sans eux. Cette distance évite que le récit transforme l'héritage familial en une instruction définitive. Olaf exprime une forme plus simple de cette expérience. Il voudrait savoir quand tout aura un sens. C'est une question enfantine en apparence, mais elle traverse tout le film. Mathias attend des ordres qui ne viennent jamais. Les Northuldra vivent avec une guerre dont la cause est obscurcie. Elsa cherche une réponse sur elle-même. Anna perd ses repères dans la caverne. Personne ne reçoit le monde dans une forme parfaitement expliquée. Grandir ici ne signifie pas disposer soudain de toutes les réponses. Cela signifie pouvoir agir avec assez de vérité et assez de confiance pour ne pas rester paralysé. La réponse d'Anna dans la caverne évite donc un piège très fréquent des récits de courage. Elle n'attend pas de se sentir héroïque. Elle n'attend pas que son chagrin se transforme en force pure. Elle se demande quel est le prochain geste juste, puis elle le fait. Cette formule pourrait paraître modeste face à la magie d'Elsa, mais elle est la clé morale du film. Quand l'avenir est trop vaste, la responsabilité peut commencer par une décision très concrète. Trouver les géants, les guider, détruire le barrage, puis vivre avec ce que cette action entraîne. Le lien entre la caverne et la vague est direct. Anna choisit d'agir alors que son monde personnel vient de s'effondrer. Elsa choisit de protéger Arendelle lorsqu'elle revient au moment où le monde matériel risque de s'effondrer. L'une ne remplace pas l'autre. C'est pourquoi les dernières minutes gardent une vraie émotion même si le spectateur se doute qu'une histoire Disney ne laissera pas le royaume sous les eaux. Le suspense le plus important n'est pas seulement « la ville survivra-t-elle ?» C'est « les sœurs pourront-elles accomplir ce qu'elles doivent faire sans perdre le lien qui les a portées jusque-là ?» La réponse arrive par les actes avant d'arriver par les retrouvailles. Elsa transmet la mémoire à Anna. Anna fait tomber le barrage. Elsa retient la vague. Puis Elsa recrée Olaf. Et seulement après tout cela, les personnages peuvent s'embrasser, rire et envisager un futur. Le film respecte l'ordre émotionnel de ces événements. La joie ne vient pas effacer le coup. Elle arrive parce que les décisions nécessaires ont été prises. Il faut également noter la façon dont Arendelle est changé sans être détruit. La vague ne ravage pas le royaume, donc le récit ne conclut pas sur une punition spectaculaire de ses habitants. Mais le symbole du château n'est plus le même. Au début, il représente une monarchie qui a gardé ses certitudes et ses objets de famille. À la fin, il accueille Anna, une reine qui sait que l'histoire de son royaume contient une faute. Le lieu survit, mais il doit être dirigé autrement. Cette nuance est plus intéressante que l'alternative simpliste entre conserver l'ordre ancien ou tout raser. La conclusion avec Elsa dans la forêt peut de la même façon décevoir ceux qui attendaient une vie quotidienne inchangée pour les sœurs. Elle ouvre pourtant une possibilité plus riche.
Elsa n'est plus enfermée dans le palais, ni réfugiée sur une montagne de glace. Elle est mobile. Elle court avec le vent, monte le Noc, visite les Nortuldra et revient à Arendelle. Sa liberté ne consiste plus à vivre loin de tous. Elle consiste à pouvoir être elle-même sans devoir abandonner les personnes qu'elle aime. Anna gagne une liberté différente. Pendant une grande partie des 2 films, son désir le plus évident est de retrouver Elsa, de la ramener, de s'assurer qu'elle ne disparaîtra plus. À la fin de La Reine des Neiges 2, elle peut aimer sa sœur sans chercher à décider où celle-ci doit vivre. Cette évolution est silencieuse, mais elle donne à Anna sa maturité de reine. Gouverner un royaume demande d'accepter que les personnes autour de vous ne vous appartiennent pas, même lorsque vous les aimez profondément. Christophe et Olaf témoignent chacun de cette même idée à une autre échelle. Christophe renonce à la proposition parfaite et devient un partenaire qui répond présent. Olaf renonce, à sa manière, à l'illusion selon laquelle grandir transforme chaque chose en explication claire. Aucun des deux n'est placé au centre du conflit historique, mais ils rendent le monde des sœurs plus humain. Le film aurait pu les laisser dans leur fonction du premier épisode. Il les laisse changer suffisamment pour que leur présence ait encore un sens. La Reine des Neiges 2 n'est pas un récit parfait. Son ambition donne parfois à la mythologie une vitesse qui peut frustrer. Le barrage, Arto-Halland, le cinquième esprit et les Nortuldra portent chacun assez de matière pour un développement plus long. Certains spectateurs préfèrent la simplicité plus immédiate du premier film, où le conflit familial reste au centre de presque toutes les scènes. Ici, le monde s'élargit rapidement, et cette expansion oblige les personnages secondaires à partager un temps limité. Mais cette rapidité a aussi une qualité. Elle maintient le film dans une forme de conte en mouvement. Les réponses ne viennent pas d'un exposé interminable. Elles apparaissent dans un père-enfant, une mère qui chante, une écharpe, un navire brisé, une mémoire de glace, une caverne et un barrage qui cède. Le scénario avance par images capables de contenir plusieurs informations à la fois. Lorsqu'il fonctionne le mieux, il laisse le spectateur assembler les liens au même rythme qu'Elsa et Anna. La force visuelle du film reste donc inséparable de sa question morale. Une vague devient le prix d'une réparation. Un barrage devient une intention cachée qui a pris la forme d'une architecture. La glace devient une mémoire dangereuse. La brume devient un passé bloqué qui empêche tout le monde de sortir de son récit. Même les feuilles d'automne annoncent une beauté qui ne peut pas rester immobile. Ces correspondances ne sont pas de simples symboles posés sur l'histoire. Elles organisent le chemin des personnages. Pour une suite, le choix le plus réussi est peut-être d'avoir compris que l'aventure ne doit pas seulement mesurer la puissance d'Elsa. Sa magie est plus impressionnante que jamais, avec les statues, le Noc et la digue finale. Pourtant, le film ne conclut pas que le pouvoir résout tout. Elsa ne peut pas effacer le mensonge de Runar. Elle ne peut pas prendre la décision d'Anna. Elle ne peut pas garder toutes les personnes qu'elle aime à l'abri de la douleur. Sa véritable avancée consiste à accepter ses limites sans revenir à l'isolement. Anna, elle, prouve que l'absence de pouvoir spectaculaire n'est pas l'absence de pouvoir tout court. Elle devient la personne capable de faire avancer une réparation lorsque les autres sont retenus, perdus ou trop proches de leur propre douleur. Elle n'est pas une récompense de consolation après le départ d'Elsa. Elle est la souveraine que le récit a préparée depuis le moment où elle a choisi l'amour plutôt que la peur dans le premier épisode. Au fond, le film ne demande pas aux sœurs d'effacer ce qui les sépare. Il leur demande de cesser d'en faire une catastrophe. Elsa est liée à la forêt. Anna est liée au royaume. Leur mère venait de l'une, leur père de l'autre. Le barrage avait tenté d'imposer un rapport de force entre ces deux mondes. Les sœurs, elles, inventent une relation qui ne passe ni par la domination ni par le silence. L'image finale de leur retrouvaille contient cette réponse sans avoir besoin de l'expliquer davantage. En cela, La Reine des Neiges 2 garde la chaleur du premier film tout en acceptant une idée moins confortable. L'amour ne garantit pas que les proches suivront le même chemin. Il garantit seulement que le lien peut survivre au changement, à condition de ne pas le protéger par le secret. Elsa et Anna finissent par se parler autrement. Elles ne se promettent pas que rien ne bougera. Elles se font confiance pour traverser ce qui bougera. Le dernier plan n'est donc pas la simple récompense d'une aventure réussie. Il rassemble les conséquences de chaque décision. Elsa est revenue parce qu'elle n'a plus besoin de choisir entre sa nature et sa famille. Anna peut l'accueillir parce qu'elle a trouvé sa propre autorité. Le royaume est intact, mais son histoire n'est plus intacte, et c'est une bonne chose. Il ne repose plus sur la version rassurante de Runar. Il peut désormais regarder la forêt sans prétendre qu'elle lui appartient. La conclusion offre une lumière apaisée, jamais une amnésie. Le barrage est parti. La brume est levée. Les soldats et les Nortuldra ont retrouvé un ciel ouvert. Pourtant, les personnages n'ont pas récupéré la vie exacte qu'ils avaient avant l'appel. Elsa vit autrement. Anna porte une couronne différente. Christophe et Anna avancent ensemble. Olaf sait qu'il ne comprendra pas tout immédiatement.
Même le château d'Arendelle est devenu le centre d'un royaume qui doit apprendre à écouter au-delà de ses frontières. Cette fin explique pourquoi le film commence par une chanson que personne ne comprend. La voix ne demande pas à Elsa de quitter les siens pour les rejeter. Elle l'appelle parce qu'une famille, un royaume et une forêt ne peuvent plus vivre avec une histoire mutilée. Une réponse venue de loin oblige d'abord Elsa à se sentir étrangère à son propre monde. Elle lui permet ensuite de devenir la personne qui relie ce monde à ce qu'il avait oublié. Anna accomplit le même mouvement depuis l'autre direction. Elle ne reçoit aucun appel magique. Elle reçoit une mission trop lourde, une douleur trop récente et une décision qui pourrait lui coûter son foyer. Elle ne peut pas attendre que le doute disparaisse. Elle avance. C'est ce geste, tout simple et presque impossible, qui donne à la victoire sa force. La magie sauve Arendelle de la vague, mais le courage d'Anna donne une raison à ce sauvetage. Voilà ce que le film laisse lorsqu'il referme les portes du château et ouvre celles de la forêt. Le passé ne peut pas être corrigé par une belle histoire. Il doit être regardé, nommé, puis suivi d'un acte qui change le présent. Elsa et Anna n'ont pas créé la faute de Runar. Elles ont refusé de la transmettre. Et c'est pour cette raison que leur dernière étreinte ne ressemble pas à un retour en arrière. Elle ressemble à un avenir enfin possible. Il reste enfin la question de ce qu'Elsa devient, au-delà du titre de cinquième esprit. Le film ne la transforme pas en divinité inaccessible. Elle rit avec Anna, protège Olaf, répond à la présence de Christophe, puis repart vers les esprits lorsqu'ils ont besoin d'elle. Son nouveau rôle est plus vaste, mais il n'efface pas la personne qu'elle était. Cette précision donne au dernier mouvement son émotion. Elsa n'atteint pas une forme supérieure qui la séparerait des autres. Elle découvre une manière d'être elle-même qui ne repose plus sur le retrait. La même douceur existe dans le couronnement d'Anna. Elle ne gagne pas un trône parce qu'elle a battu Elsa ou prouvé qu'elle était plus adaptée. Les deux sœurs cessent simplement de tenir une place qui ne correspond plus entièrement à ce qu'elles sont devenues. Anna devient reine parce qu'elle sait faire du royaume un lieu de relation. Elsa devient le lien vivant avec ce que le royaume doit respecter au-delà de lui-même. Leur séparation physique achève donc une histoire de rapprochement. À la fin, le froid n'est plus une prison, la forêt n'est plus une menace, et l'appel venu du Nord n'est plus une inquiétude sans visage. Tous ces éléments ont reçu une réponse. Pas une réponse qui referme le monde, mais une réponse qui permet aux personnages d'y vivre avec davantage de vérité. C'est la force durable de cette aventure. Elle utilise le merveilleux pour parler d'un geste très humain. Accepter que la paix demande parfois plus qu'une intention généreuse. Elle demande une écoute, la reconnaissance d'un tort, une décision coûteuse, puis la volonté de rester en relation après cette décision. Elsa et Anna n'ont pas seulement sauvé Arendelle, elles ont empêché que la peur de Runar continue de décider à leur place. La forêt retrouve son souffle, le royaume retrouve son avenir, et les deux sœurs peuvent enfin avancer sans que l'une doive disparaître pour que l'autre vive pleinement. Leur bonheur ne vient pas d'un retour au passé, mais d'une vérité partagée qui permet à chacune de choisir sa route, tout en gardant l'autre assez proche pour que la distance ne ressemble jamais à une rupture aussi douloureuse.